la rentrée universitaire à Nanterre, un de mes étudiants qui est pion, surveillant d'internat en Mayenne, me rapporte les propos de certains de ses élèves sur l'ensorcellement dont souffriraient des familles paysannes et sur leurs conséquences tragiques. Et il raconte ça comme leurs conneries, ils sont complètement... etc. Et moi, ces récits évoquent une violence mortelle qui me rappelle tout à fait la vendetta kabyle et dans laquelle je me sens en terrain familier. Et moi, je retiens la violence et pas l'irrationalité de la chose. Un mois plus tard, c'est la Toussaint. Bon, au départ, il y avait plusieurs étudiants qui voulaient venir sur le terrain avec moi, qu'on fasse un terrain de groupe. Et moi, j'ai dit non, le terrain, c'est une personne seule. Ceux d'entre vous qui veulent venir sont les bienvenus, mais chacun sera à 10 km au moins des autres et aura son propre projet. Évidemment, tout ce qu'ils voulaient, c'était être avec moi. Et donc, aucun ne l'a fait. Pour finir. Bon, mais donc, un mois, quand c'est à la Toussaint, on y a été tous ensemble. Et on a rencontré quelques élites locales. Cet étudiant nous a fait rencontrer des gens qui connaissaient, des curés, des enseignants. Or, ce qui était étonnant, c'est qu'aucun ne savait rien de la sorcellerie, mais ils disaient, les paysans, eux, ils y croient, et ils sont prêts à mourir pour ça. Mais aucun d'eux ne savait rien. Bon, c'est la fête des morts, le 2... à la Toussaint, le 2 novembre. Et là, pendant qu'on circule à travers les villages, je vois des paysans habillés en noir, massés dans les cimetières, sous la pluie, et avec des fleurs partout qui pètent de couleurs. Je me dis, ah bon. Et ces paysans inatteignables, j'allais pas aller leur parler au cimetière de la sorcellerie. Je veux dire, on a un peu de bon sens si on n'est pas Margaret Mead. Donc, je loue une maison avec l'idée que j'y reviendrai en juin 69 avec mes enfants, donc nés en 60 et 61. Voilà. Et donc, Éric de Dampierre me donne 1 an de terrain, c'est-à-dire où j'ai le droit de ne pas enseigner. Mais les choses vont se passer beaucoup plus lentement que prévu. Et donc, ça va se terminer moyennement bien avec lui. En fait, je vais résider en permanence au village avec mes enfants pendant 27 mois et pas 12. Et ensuite, je vais venir dans la région, dans une autre maison, un peu plus qu'à mi-temps, pendant 3 années de plus. Et donc, si on fait les comptes d'apothicaire auxquels on calcule combien de présence réelle sur le terrain a eu un chercheur, je dirais que j'en ai fait 39 mois en tout. Bon. Donc, au départ, juin 69, je fais comme les manuels nous le recommandent. Je commence par voir les notables locaux, ceux que leur fonction devrait mettre au contact de familles ensorcelées. La plupart, beaucoup de religieux, des médecins, des enseignants, des notaires, des maires, etc. Or, certains me disent que les croyances dans les sorts ont disparu depuis longtemps. D'autres, oui, il y en a, mais ailleurs, pas chez moi. D'autres que ce sont des bêtises et donc c'est pas la peine d'en parler. Après quelques semaines, dans mes notes, c'est à partir du 18 juillet 1969, faute de mieux, je commence à noter ces entretiens vides en me disant, bon, je vais noter ce que ces gens me disent et je vais noter comment je me coule dans les habitudes villageoises. Au départ, c'est mes enfants qui sont connus, qui se promènent de maison en maison,
Et je suis la mère de Rémi et Catherine pour le village. Donc des conversations d'usage dans la rue, à l'épicerie, devant le camion du boucher, le cérémonial à la sortie de la messe, où je décide d'aller sans me poser de problèmes moraux parce que tout le monde y est. Donc je vais pas, il n'y a que la pute du village qui n'y est pas, et donc je ne vais pas me classer là d'emblée. Hein. Bon, invitation à boire le café entre femmes, etc. Et le rapport de voisinage que provoque la circulation des enfants entre les maisons. Il y a un groupe d'enfants qui jouent dans la campagne hein, ensemble, donc mes enfants ils se déploient comme ils apprennent à grimper aux arbres, à dénicher des oiseaux, ils apprennent la vie rurale avec délice. Et moi, en même temps, j'épluche la presse nationale et locale, parce qu'à l'époque, quand la sorcellerie faisait scandale, et il y a soit il en est question que dans la presse locale, soit on en parle jusqu'à Paris, dans les quotidiens nationaux, avec, à 300 km de Paris, le lieu de la crédulité, quoi. Et je lis aussi des travaux de psychiatrie sur le sujet, et il y avait eu une thèse sur la sorcellerie en Mayenne, d'un médecin de l'hôpital psychiatrique de Mayenne, et je prends des notes sur tout ça, et je m'aperçois petit à petit qu'il existe un discours de l'élite, des Lumières, de la culture républicaine, etc., sur la sorcellerie, qui est le fait aussi bien des instituteurs et du préfet, que de la plupart des curés, au nom du fait que leur religion, à eux, est rationnelle. Elle est raisonnable puisqu'elle a gagné. Ils appellent ça une religion éclairée. La leur, c'est une religion éclairée, dans laquelle ils peuvent prétendre qu'une vierge a donné lieu à un dieu, enfin bon, tout cet ensemble de choses invraisemblables dont est fait le christianisme, mais c'est une religion éclairée. Donc je me dis, ah bon, je ne suis pas devant une culture locale. Il faut tenir compte du global qui est présent au cœur même du local sous la forme de l'idéologie à propos de la sorcellerie, de l'existence d'une idéologie nationale soutenue par la presse, les psychiatres, etc. Et je lis évidemment la littérature ethnographique existante sur la sorcellerie rurale en France. Je m'aperçois qu'elle partage aussi cette culture des Lumières. Par exemple, la spécialiste qui me précède immédiatement sur la sorcellerie en Berry, dont j'ai oublié le nom, Marcel, je ne sais plus quoi. On va la retrouver sur Internet tout à l'heure. Marcel Bouteiller, dans un livre préfacé d'ailleurs par Lévi-Strauss, qui dit là un ensemble d'absurdités phénoménales. Mais c'était une opération, il ne pouvait pas refuser que quelqu'un du musée de l'Homme lui demande de préfacer un livre. Donc il le fait, il énumère une série d'âneries disant que la pensée de la sorcellerie est très ancienne, ne se change jamais, est répétitive, et qu'on la retrouvera toujours semblable à elle-même partout où elle se présente. C'est le contraire de la pensée sauvage. Enfin, bon. Mais elle, dans son livre, ne cite jamais un paysan sans commenter, en mettant entre parenthèses, à une de ces citations qu'on voit pourtant parce qu'elles sont entre guillemets, elle met sic, pour montrer qu'elle est issue de la région, pour montrer qu'elle se dissocie des contenus de ces imbéciles. Et donc je me rends compte que l'anthropologie de la sorcellerie, y compris dans les textes de Van Gennep, qui parlent de la sorcellerie comme cette erreur de logique, je le cite, c'est une citation, partage parfaitement ça, et que Van Gennep a introduit, justement, le grand Van Gennep a introduit une approche de la sorcellerie parfaitement rationaliste et qui condamne ces pratiques d'emblée. Et je note en plus que mes prédécesseurs écrivent sur la sorcellerie sans avoir jamais rencontré un ensorcelé
qui leur disent « à moi, il m'est arrivé ça », ni un désorceleur. Ils n'ont jamais vu un désorceleur en exercice. C'est-à-dire, ils sont comme les folkloristes du 19e siècle, ils parlent par ouï-dire. Moi, je me dis quand même, l'anthropologie sociale, c'est pas ça. On rencontre les gens dont les pratiques sont évoquées. Eh bien, cette simple décision m'a emmené aux antipodes de ce qui se pratiquait sur le terrain à l'époque. C'est-à-dire, de faire ce qu'il faut pour que cette chose-là soit possible, m'a emmené complètement ailleurs. Et donc, j'ai, plus ou moins, et après ça, été considéré comme étant hors de l'anthropologie. Y compris mes vieux potes, sauf Sperber, mes vieux potes comme Zampleni, etc. Zampleni, il a même fait un rapport au moment où Mitterrand est arrivé au pouvoir, pour citer des gens qui, comme moi, se sortaient d'eux-mêmes de la discipline en ayant des pratiques qu'il ne fallait pas. Bon, et c'était grave, parce que je croyais que c'était mes amis. De Copé a refusé qu'on me donne le moindre crédit pour travailler sur le terrain, parce que ce n'était pas de l'anthropologie. Enfin, à la suite des démarches que je vais raconter dans 5 minutes. Là. Donc là, je sais quand même que les affaires de sorcellerie peuvent être gravissimes, très violentes, et donc je décide que je ne vais pas enquêter dans un rayon pour protéger mes enfants et la vie familiale, que je ne vais pas enquêter dans un rayon de 10 km autour de l'endroit où j'habite. Je ne vais pas questionner les gens. Soit je vis au village et je n'enquête jamais frontalement sur la sorcellerie, je me mêle au bavardage ordinaire, etc. À ce moment-là, d'ailleurs, je me rends compte que la plupart des bavardages portent sur le malheur, la maladie, la mort, la répétition, qui sont complètement obsédés par les thèmes qui sont ceux-là même de la sorcellerie. Et je les note. J'apprends progressivement, à force de relire mes notes et de l'avoir noté, que je peux produire des commentaires corrects sur ces situations-là. Ça se noue et donc participer aux conversations. Ça se noue en particulier à propos d'un épisode dans lequel mon fils tombe malade et le médecin dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Ah, vous voyez, les médecins, ils ne savent pas de quoi ils guérissent. Ils ne savent pas ce que c'est. Les médecins, ils n'ont pas la science médicale. Donc, ils m'envoient téléphoner. Je n'avais pas le téléphone à domicile à l'époque. Je dois donc passer par l'épicerie et cabines téléphoniques, téléphoner à tous les laboratoires où il a fait des analyses pour savoir ce qu'il a eu jusqu'ici. Parce qu'il a en fait une orchite, une atteinte à l'issue, je crois, d'une angine, une atteinte des testicules qui pourrait le rendre impuissant à l'avenir ou stérile à l'avenir. Donc c'est en plein dans les thèmes de la sorcellerie, tout ce qui arrive à ce malheureux petit garçon. Et donc tout le monde m'entend appeler un laboratoire, 2 laboratoires, 3 laboratoires, et ils disent « mais non, on ne sait pas ce que c'est ». Et le médecin revient, il est emmerdé, il finit par le guérir et il dit « je ne sais pas ce que j'ai guéri ». Bon, des médecins me disent « mais enfin tout ça est très simple », mais celui-là, en tout cas pour lui, c'était pas simple du tout. En tout cas, il m'a fait le cadeau de prononcer les mots qu'il fallait pour que je devienne crédible. J'ai fait l'expérience, moi aussi, que la médecine ne peut pas tout et qu'elle ne sait pas ce qu'elle guérit, parfois. Et que mon fils a été atteint dans justement ce dont la sorcellerie. Bon. Donc, mais je ne saisis pas du tout qu'il m'est arrivé quelque chose qui va contribuer à me donner un passeport. Simplement, comme j'ai appris à parler d'une certaine façon, je le parle, y compris hors du village, quand on me présente des gens, des paysans, dont je suppose que peut-être ils ont été dans le domaine de la sorcellerie, bon, pris dans des sorts, comme on dit là-bas. Et un jour, mais il y a déjà 5 mois que je suis sur le terrain, je suis censé en avoir 12,
un jour, une famille me raconte avec une grande émotion une histoire qui est arrivée à ses anciens voisins. Et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me dit « je connais ça de près ». Et en plus, ça tourne court parce qu'elle va les voir et leur demander qu'ils me rencontrent. Et ils disent « non, non, on a trop peur d'y être repris ». Et donc j'ai un récit extraordinaire qui est rapporté dans Les mots, la mort, l'essor, dans lequel il y a un type est ensorcelé par son voisin, dont les noms sont très importants parce que le sorcier, je l'appelle Tripier, qui est à l'issue de l'intervention du désorceleur, il se fait enlever un mètre d'intestin, il tombe malade et il se fait enlever Bon, cette histoire extraordinaire, bon, je la note, je note que ça foire, et je n'y peux rien. Parmi les notables que je rencontre, il y a un psychiatre de l'hôpital psychiatrique et sa femme. Le médecin-chef, lui, me dit « ici, la psychiatrie, c'est de l'art vétérinaire. Les gens ne parlent pas, il faut leur extraire les mots à la gégène, enfin comme si on les torturait. Donc je les soigne comme des bêtes. » Et tout de suite, pour me rendre service, d'ailleurs, ce médecin-chef de l'hôpital psychiatrique me dit « mais si vous voulez, je vous fais arrêter un tel et un tel, des sorceleurs, vous pourrez le voir en expertise psychiatrique. » Alors, j'ai rompu avec lui tout de suite, évidemment. C'est-à-dire, il savait que je n'étais pas du tout psychiatre, que j'avais... Bon, je trouvais ça d'une violence incroyable. Et il y avait un autre médecin, le médecin assistant, et son épouse qui était psychologue à l'hôpital, qui, eux, étaient dans la nouvelle psychiatrie, enfin, disaient être, parce qu'ils se sont révélés après être très pas contents du tout de mon travail. Mais ils en parlent à des infirmiers, on fait un groupe de travail, enfin, un groupe avec les infirmiers, ils me donnent accès au dossier psychiatrique. Ça s'appelait à l'époque « bouffée délirante à thème de sorcellerie », c'est-à-dire être dans la sorcellerie, c'était considéré être délirant, mais comme les gens ne déliraient pas tout le temps, en tout cas qu'ils n'en parlaient pas tout le temps aux psychiatres, on appelait ça une bouffée délirante, dont c'était un des thèmes. Bon, et un jour, ils me font rencontrer un couple de fermiers, dont le mari était entré là pour alcoolisme. Et au passage, puisque le thème, évidemment, à partir du moment où j'en parle d'une autre façon, les infirmiers et ces médecins se mettent tout d'un coup à entendre que beaucoup de malades y font allusion. Je racontais quel était le système d'allusion par lequel on en parlait, ils le reconnaissent pas. Et un jour, ce couple de médecins me dit si vous voulez rencontrer, c'est tout de suite. Donc je me trouve balancée dans le bureau de la psychologue. Eux, ils sont pas contents du tout. Ils se demandent est-ce que ça va retarder la sortie. Et je leur parle de la sorcellerie dans les termes où j'ai appris à en parler, c'est-à-dire avec un langage complètement codé. Il n'y aurait pas quelqu'un qui vous le fait. Vous avez été voir un petit père. Est-ce que vous avez été voir quelqu'un? Comme on parle de la psychanalyse. Bon. Et ils me disent « ah, mais si c'est ça, c'est à la ferme qu'il faut venir. » Et donc, ils m'invitent à la ferme. En fait, parce qu'ils ont interprété, je le saurai après, ils ont interprété ma présence là comme étant celle d'une désorceleuse qui est plus forte que les médecins et qui est justement celle qui cherche. Et donc, ils acceptent de me voir parce qu'ils pensent que je suis leur future désorceleuse. Et moi, je me prends pour une ethnographe, à ce point que pour la première fois, je prends des notes devant eux. Et j'arrête pas de gratter, ils me parlent, ça dure 4 heures. Et en fait, ils me parlent clairement.
Enfin, c'est-à-dire, ça devient assez clair que, au cours de la conversation, je ne comprends rien. Je vais voir leur frère dont ils m'ont parlé, qui me raconte son histoire, comment il en est sorti, comment il a amené son frère. Je vais voir des voisins qui me racontent qu'ils ont refusé un désorcellement parce qu'ils ne voulaient pas tuer quelqu'un. Ils en ont eu peur. Donc j'ai comme ça tout un ensemble d'interviews, mais je ne prends plus de notes là. J'ai compris que quelque chose n'allait pas, qu'il fallait juste les écouter. Et je m'entraîne à ce moment-là, dès que j'ai quitté les gens, à passer même 2 ou 3 jours à reconstituer complètement l'événement, ce qui a développé ma mémoire qui a été encyclopédique pendant quelques années. Puis après, évidemment, comme tout le monde qui n'en a pas l'usage, ça s'est gâté, aussi amnésique que n'importe qui. Et donc j'écris tous ces... Ça me fait un très gros matériau tout d'un coup. Jusqu'au moment où, après qu'il m'ait offert, à l'issue d'un entretien, un coq, c'est-à-dire, d'habitude, les ethnologues, quand ils vont sur le terrain, c'est eux qui payent l'informateur. Moi, à chaque fois qu'on me parlait de la sorcellerie, on me donnait quelque chose. Et je rentre à la maison, je dis, tiens, on m'a donné une poule. Mon fils dit, non, c'est pas une poule, c'est un coq. Après, je disais, on va manger le poulet. Il dit, non, c'est pas un poulet, c'est un coq. Et à la fin, je me suis dit, oui, ils m'ont donné un coq. Le symptôme majeur de ce couple, c'est qu'il n'avait pas pu consommer son mariage. Donc il y avait une question d'impuissance au départ. Bon. Et tout d'un coup, à la 3e ou 4e rencontre, je relis les notes avant d'arriver chez eux et je me dis, mais voilà, voyons, ils vont me demander de les désorceler. C'est ça. Alors je suis paniquée, évidemment, ils me le demandent. Et je fais une réponse qui est racontée dans Les mots, la mort, les sorts. Où je dis, moi, j'ai appris à le faire par les mots. Il dit, oh, le mot, ça n'a jamais rien fait, ça ne mange pas de pain, ça n'a jamais rien fait. Bon, je finis par, je m'en vais en pleine déroute. Après, je dis qu'il faut que je parle en tête à tête avec lui, le mari. Sa femme ne comprend pas comment un désorcellement, ça ne se passe pas avec toute la famille. Elle dit, bon, je m'en vais, très, très mécontent. Bref, je déconne complètement. J'essaye de faire une adaptation de ce que je sais de la psychothérapie à quelque chose qui n'en est pas du tout. Et je m'en vais en pleine déroute. Comme je ne sais pas comment gérer cette situation, je ne les revois pas, je romps le contact. Mais comme j'ai quand même obtenu du matériau, qu'il y a 7 mois que je suis dans la région, je suis censée pouvoir rester que 12, je me dis, bon, je vais donner des séminaires à mon laboratoire, leur exposer ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Et donc, je l'expose devant mon groupe de travail à Nanterre, où tout le monde me critique, sauf Sperber, qui me dit, continue, tu sais pas où tu vas, mais continue, tu as raison. Et par contre, il y a un africaniste qui m'interrompt au bout de 3 minutes, qui me dit, combien tu payes tes informateurs ? Je dis, mais il n'y a pas des informateurs. Et quand ils acceptent de me parler, ben c'est eux qui me payent. C'est eux qui me donnent quelque chose. Des pommes, des machins. Alors ils en concluent tous immédiatement que ce n'est pas de la science. Puisque, d'une part, parce que le rapport n'est pas dans le sens où... Le rapport d'argent n'est pas dans le sens où il devrait aller. De domination, ça veut dire. Et d'autre part, parce que je laisse les indigènes conduire l'interlocution. Ça, ils ne peuvent pas supporter. Je dis, je ne sais pas où ça va, et je les laisse aller où ils vont, et après je note, et après j'essaye de penser quelque chose, si je peux. Sinon, je retourne, et on voit. Alors, à l'époque, à Nanterre, ça fait scandale, c'est-à-dire que... on refuse de me donner le moindre sou pour travailler sur le terrain, puisque mes meilleurs amis de la commission financière moi, je décide que c'est pas grave.
La Mayenne, c'est à 300 km de Paris. Ma maison là-bas coûte 3 sous et demi en frais de location. Je suis en train de me séparer de mon mari, donc ça m'a en service d'avoir un logement ailleurs. Voilà. Donc je continue, mais Daniel de Copé, je ne sais pas, sont intervenus fortement pour dire qu'il ne fallait pas donner un sou à ce travail-là. Bon, au même moment, je parle de ça à des nouveaux amis que j'ai depuis mai 68, des psychanalystes que j'ai rencontrés dans les manifestations. Et pour eux, la façon dont je procède est absolument évidente. Oui, être en relation avec autrui, c'est le laisser aller où il veut et ne pas décider d'avance ce que ça veut dire. Du coup, aussi parce que je suis en analyse et que ça m'angoisse évidemment comme tout le monde beaucoup, je me mets à lire beaucoup Freud. Mais en fait, à cette époque-là, je suis beaucoup plus intéressée par Freud des débuts, les années de l'invention de la psychanalyse, la période initiale quand il se démène pour établir l'existence d'un inconscient humain en faisant feu de tout bois, même des théories complètement comique de son ami Fliss sur le nez humain, là, sur l'importance du nez. Il passe des mois à essayer de réfléchir à l'importance du nez. Bon. Mais en quelques années, il élabore les méthodes de l'association libre et de l'interprétation des rêves, qui pour moi sont d'authentiques grandes découvertes. Enfin, je le dirais aujourd'hui, à l'époque je n'étais pas capable de le dire, mais dès la théorie de la sexualité, ça se gâte, quoi. Et il commence à être ennuyeux comme chercheuse, bien que comme analysante, évidemment, aux prises avec le transfert, j'essaye de comprendre ma vie obscure. Bon. Donc quand je revenais du terrain, je parlais surtout avec des psychanalystes, disons pour aller vite, de l'entourage de Lacan, mais pas des gauchistes et qui, du point de vue théorique, étaient très modérés. Et qui m'appuient dans ma position sur le terrain, et par une chance pas du tout prévisible, l'analyste que j'avais choisi après mai 68, donc avant de décider d'aller dans le bocage, était lui-même issu du bocage, au point qu'un jour je lui dis mais enfin tous les psychotiques ont le même nom que vous. Il m'a dit oui, c'est pour ça que je suis venu habiter Paris, pour échapper à ça que je suis venu habiter Paris. Puis j'ai trouvé plein de malades dans les archives de l'hôpital qui avaient le même nom. Bon, et lui, il m'a toujours soutenu dans le fait que je procède comme ça. Et quand j'avais des ennuis avec mon laboratoire, il essayait avec la discrétion d'un psychanalyste, mais que je n'y succombe pas. Et donc j'ai eu de fait, dans cette période-là, de façon fondamentale, l'appui de certains psychanalystes modestes, c'est-à-dire qui étaient modestes devant la sorcellerie, qui n'étaient pas pressés de comprendre, qui ne savaient pas d'avance ce que ça voulait dire, et qui étaient très, très engagés dans le fait que je puisse faire cette expérience. Bon. Pendant ce temps, on continue à arpenter le bocage au gré des gens qui veulent bien m'en parler, que je croise par, des intermédiaires divers, mais je parle à de plus en plus de gens sur un territoire assez large, et j'ai tout le temps peur, parce qu'il y a toujours, très souvent, des morts à la clé, ou la ruine, ou des séries de malheurs sans fin. Et en avril 70, alors qu'il y a déjà 10 mois que je suis là, et pour moi ça n'a pas commencé mon terrain, j'étais très embêtée par rapport au laboratoire, parce que c'était rencontrer un des sorceleurs, le voir travailler, qui était la preuve que j'avais fait ce travail. Je rencontre enfin un paysan qui me dit que mon état de peur est absolument normal, que mes accidents d'auto, la maladie de mon fils, tout ce qui m'arrive de déplaisant, c'est l'effet d'un sort. C'est-à-dire, il joue le rôle de celui que j'appelle l'annonciateur dans Les mots, la mort, les sorts, c'est-à-dire quelqu'un qui est extérieur
à la famille de l'ensorcelé, mais qui est passé par là et qui, au nom de son expérience, dit un jour, il n'y en aurait pas un qui te voudrait du mal, fait une annonce solennelle de ce qu'il y a peut-être un sort à la clé et qui vous emmène chez son désorceleur. Et donc lui, il m'adresse à la sienne, que j'appellerai Madame Flora. Il y a déjà 10 mois que je suis là. J'ai pas fait de... Pour moi, j'ai pas encore fait de l'ethnographie. Et d'ailleurs, le peu que j'ai fait, mes collègues ont pensé que ça n'en était pas bon. Je la rencontre, mais elle me flanque une trouille monumentale. J'ai très peur. C'est cette rencontre que j'ai racontée au séminaire de Gellner et qui a été l'objet de notre rupture. J'ai intitulé ça, parce qu'il y a une phrase des paysans sur la sorcellerie qui est très importante, qui est « on y croit toujours plus qu'on ne croit ». Et j'ai intitulé comme ça mon énoncé devant le laboratoire, donc en 1900, je ne sais plus, 76, je l'ai dit quelque part. Et devant tous les étudiants, les chercheurs, les professeurs. Et je rapporte cette séance en disant « on y croit toujours plus qu'on ne croit » parce que Madame Flora, je savais bien, normalement, elle devait dire que j'avais un sorcier après moi. Mais je n'avais pas prévu qu'elle allait me demander de le nommer. Et quand elle me demande de le nommer, j'ai un blanc total. Or, j'étais par exemple en train de divorcer, enfin, je manquais pas d'ennemis. Dans mon laboratoire, j'avais des jaloux et des méchants. C'est pas difficile. Si ça avait été un jeu pour moi, c'était très facile. Je ne trouve pas, j'ai une absence totale. Elle prend ses cannes, elle était impotente. Donc elle avait 2 cannes, elle commence à taper sur la table, elle dit « des noms, donnez-moi le nom ». Et à la fin, je lui invente une histoire, mais aberrante, et que je justifie longuement dans mes notes. Et c'est là-dessus que portait mon exposé. Et je dis, comme elle est dans tel département et qu'il y a tel journal local, elle n'aura pas entendu parler d'un désorceleur de la Mayenne dont la presse a parlé récemment, le mage d'Aron, qu'on appelait le mage d'Aron. Dans un village qui s'appelait Aron, il y avait quelqu'un que la presse avait dénommé mage, qui défrayait la chronique à cette époque-là. Elle n'en aura pas entendu parler, et donc je peux le nommer, surtout que ce n'est pas son nom. Il s'appelait, je ne sais pas, André Brault, enfin, donc je nomme pas son nom, et je le dis dans mes notes. Je dis évidemment, j'ai fait attention de ne pas dire le nom. Mais et c'est l'analyse de ces notes que j'ai présentée au laboratoire, à la London School of Economics, en disant, regardez, moi, j'ai jamais cru qu'un sorcier pouvait, ni mon ex-mari, ni personne, pouvait poser des charmes sous mon lit, ou sur mon moteur, puisque j'avais beaucoup d'accidents d'auto, sur lesquels je reviendrai dans une minute. Je ne l'ai jamais cru, et en même temps, on y croit toujours plus qu'on ne croit, puisque je croyais quand même que nommer, c'est tuer. Et c'est pour ça que je ne voulais pas nommer, parce que je ne voulais pas la mort de qui que ce soit. Enfin, peut-être je la voulais, mais j'étais incapable de l'assumer, quoi. Donc j'ai fait tout un exposé là-dessus, et après, Gellner n'a plus jamais voulu me rencontrer. Alors que c'était une réflexion en même temps rationaliste.